Donc, effectivement, pour cet épisode sur le plaisir de la contrainte, on t'écoute, Jérôme, pour ta chronique Ticket to Teach intitulée Jouer sous contrainte. Eh ben, c'est une chronique courte. Je me suis contraint, parce que des fois c'est long, je m'endors au cours de ma propre chronique. Je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose de ramassé. Tu m'as laissé de la place pour la mienne. Exactement. Et je vais commencer quand même par une citation de Václav Havel, qui est l'ancien président de la République tchèque et qui, avant d'être président, était philosophe de son État premier. Et il disait « Aucun jeu ne peut se jouer sans règles ». En effet, dans tout jeu, la contrainte est omniprésente. Elle définit les règles, trace les frontières de l'espace ludique et structure l'expérience. Qu'il s'agisse de limitation dans le temps, de ressources ou de liberté d'action, ces contraintes façonnent la dynamique ludique. C'est dans ce contexte que Colas Duflo caractérisait le jeu comme une liberté dans et par une légalité. Mais alors, pourquoi s'imposer volontairement des limites quand on joue ? On pourrait imaginer que quand on joue, eh bien, on est parfaitement libre et que c'est l'expression de la plus totale liberté. Alors qu'au contraire, on commence à jouer dès l'instant où on commence à délimiter les règles qui vont nous limiter. La contrainte est-elle une entrave ou au contraire un levier puissant pour stimuler la créativité et l'apprentissage ? C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin, midi, soir, suivant de votre fuseau horaire. Ces contraintes omniprésentes prennent de multiples formes. Dans Space Alert, le temps extrêmement limité oblige les joueurs et les joueuses à coopérer sous pression pour survivre. Tandis que dans Sherlock Holmes, détective conseil, qui est un excellent jeu narratif, les indices parcimonieux forcent une réflexion méthodique et stratégique. Comme on ne peut pas tout explorer, il faut bien choisir ce que l'on va faire. Je parle devant une spécialiste. La contrainte peut être aussi sociale ou psychologique, comme dans Hanabi ou encore plus dans The Mind, où la communication restreinte impose une coopération silencieuse et une compréhension implicite des partenaires du jeu. Georges Perec, membre emblématique de l'Oulipo, affirmait « J'aime multiplier les systèmes de contraintes lorsque j'écris. Ce sont les pompes aspirantes de mon imagination. » Cette approche se retrouve chez les joueuses et les joueurs confrontés à des limitations qui les obligent à imaginer des stratégies inédites et originales. Dans le prolongement de cette pensée, Erving Goffman souligne donc dans un ouvrage qu'on me cite toujours quand on parle de la sociologie des jeux, qui s'appelle « Les cadres de l'expérience », que toute activité sociale, dont le jeu fait donc pleinement partie, est structurée par des contraintes implicites ou explicites qui régulent les comportements et les interactions. Ainsi, les contraintes ne sont pas uniquement restrictives, elles créent un cadre sécurisé, propice à la créativité, à l'innovation stratégique et à l'exploration de nouvelles possibilités. Dans le contexte pédagogique, je vous renvoie à la lecture d'un excellent article de Virginie Daguerre qui précise que le jeu scolaire est intrinsèquement contraint par des règles institutionnelles et des objectifs pédagogiques qui sont, eux, précis. Ces contraintes, elles vont orienter, structurer les apprentissages, permettre aux étudiants, aux élèves de se focaliser sur leurs objectifs, et les objectifs, pas forcément les leurs, ceux qui sont définis par l'enseignant. Ainsi, les élèves n'apprennent pas malgré les contraintes, mais grâce à elles. Loin d'être un obstacle, la contrainte devient un puissant vecteur d'apprentissage, un catalyseur pour la réflexion métacognitive. On va en reparler. Le jeu d'échecs, c'est pareil, il y en a qui parlent de Dark Souls, il y en a qui parlent de Gloomhaven. Moi, c'est souvent les échecs qui reviennent. Les échecs, c'est un exemple de jeu très rigide. Les règles, voilà, on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. C'est vraiment un jeu qui est très normé. Il n'y a pas très longtemps, comme Magnus Carlsen s'est fait interdire de rester au tournoi parce qu'il n'était pas habillé correctement. Ouais. Bon, finalement, il a pu parce que sinon, ça tue le game. Mais il ne va plus maintenant. De toute façon. Il n'y va plus. Là, les règles sont très rigides. Il a créé sa propre fédération. Je parle dans le déplacement des pièces, mais dans ce cadre très rigide, je pense que c'est un des jeux qui offre les plus grandes créativités et l'imagination qu'on va avoir en termes de tactique et de stratégie. Cependant, la prudence est nécessaire, toujours. Une contrainte trop rigide peut entraîner une frustration ou un désengagement. Je prends ma respiration parce que chaque fois que je vois se poindre le nom de cet auteur, je souffre. Donc, comme l'indique cet éminent spécialiste de la psychologie cognitive, Mihaly Csikszentmihalyi, dans sa théorie du flow, seule une contrainte bien dosée garantit l'état de flow. Donc, cet état optimal d'engagement
et de plaisir pour avoir un apprentissage qui soit efficace. L'enseignant, l'enseignante, à l'instar du concepteur ou de la conceptrice de jeu, doit donc ajuster constamment ses limites pour préserver une expérience optimale, équilibrée et stimulante pour tous les apprenants et apprenantes, joueurs et joueuses. Donc je vais conclure avec une conclusion qui ne commence pas tout de suite en fait, mais c'est la dernière page, donc c'est un début de conclusion. D'un point de vue philosophique, parce que j'aime bien toujours relier à ce qu'on fait avec ces idées qui sont peut-être générales, mais qui croisent malgré tout la question ludique. D'un point de vue philosophique, Jean-Paul Sartre, dans l'existentialisme, l'existentialisme est un humanisme. Je n'ai pas été au bout de mon italique. L'existentialisme est un humanisme. Jean-Paul Sartre exprime l'idée que la liberté se révèle pleinement sous contrainte. L'homme, dit-il, est condamné à être libre, condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et cependant, il est responsable de tout ce qu'il fait. Cette pensée éclaire la valeur profonde, je pense, des contraintes dans le jeu. Accepter volontairement les règles permet aux joueurs de pleinement investir leur liberté créatrice et leur responsabilité dans l'action. En résumé, cette pensée, ça signifie réellement que accepter la règle, se soumettre à la règle, eh bien, c'est justement se donner les moyens de la liberté. C'est ce qu'on dit d'ailleurs assez régulièrement. Je ne sais pas s'il y a des adolescents et des adolescentes qui nous regardent. Moi, ça m'arrive d'en croiser quelques fois à la maison. Mais c'est exactement le même principe. Ce principe de la liberté. Avant de traverser l'Atlantique à la nage, on va apprendre à nager dans une piscine, dans un cadre qui est plus petit, plus restreint, mais c'est ce qui vous donnera la liberté de faire des choses plus grandes. Voilà. Donc en somme, la contrainte dans le jeu et dans la pédagogie n'est pas une simple limitation, mais un espace fécond où la créativité, l'innovation et la liberté peuvent s'épanouir. Comme le résumait Albert Einstein, et je suis un peu gêné de le citer ici parce que j'ai bien trouvé une source, mais je ne la trouve pas forcément efficace. Donc c'est peut-être une citation apocryphe. Vous savez, ces citations un peu qu'on trouve avec une petite musique, voilà, qui sont fausses, avec une petite musique sur Instagram. Voilà. Il y en a un paquet, et celle-là, j'ai un léger doute. Même si c'est dans un ouvrage qui raconte la vie d'Albert Einstein, j'ai quand même un doute. Mais en tout cas, Albert Einstein aurait dit « Le jeu est la forme la plus élevée de la recherche ». Ça m'étonne un peu, venant d'Albert Einstein, qu'il ait dit ça. Mais j'aime bien l'idée. Jouer sous contrainte, c'est donc se donner les moyens d'explorer, d'apprendre et de grandir au-delà des limites apparentes. Je vous propose une conclusion lipogrammatique. Donc, c'est-à-dire que c'est une conclusion que je vais essayer de faire comme l'aurait aimé Pérec, c'est-à-dire sans œufs. Et en fait, je pensais que ça allait se faire en 2 minutes. J'ai passé une demi-heure à aller dessus. D'ailleurs, au bout de 10 minutes, je me suis dit, je vais demander à ChatGPT, qui n'a pas réussi. Il m'a fait une phrase en me disant, voilà, il n'y a pas de E. Bah si, je dis, il y en a 5. Donc j'en ai fait une. Et en plus, j'ai essayé de faire quelque chose en rapport avec ce qu'on a dit. Jouons, car l'agir rudent fait surgir solution, intuition, ou parfois art total. Oh. Après, il n'y a pas de E, donc ça ne veut un peu rien dire. C'est une petite phrase. C'est une petite phrase. C'est pas mal du tout. On te félicite. Bah, merci. Bravo, Jérôme. Oui, donc l'hypogramme, un texte dans lequel on s'interdit d'utiliser une lettre, effectivement le E, comme dans La disparition de Georges Perec.